Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. Oh my gosh, it's over. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois pour l'écho des parquets. Comme chaque dimanche, nous allons revenir avec vous sur la semaine écoulée en NBA. Et que dire de cette dernière semaine qui s'est terminée cette nuit avec la victoire des Pacers qui emmène Miami jusqu'à un match 7. Match 7, je crois d'ailleurs que c'est la deuxième équipe, juste après Boston, a emmené Miami dans un match 7. Depuis la formation du Big 3, ouais, oui, c'est ça. Je crois que il y a que les Celtics qui ont fait ça jusqu'alors. Bon, en tout cas, ouais, très très belle prestation des Pacers. Mais bon, tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Avant ça, laissez-moi vous présenter mes acolytes, à qui je viens juste de poser la question, qui sont avec moi aujourd'hui. Il y a Nico. Salut Nico. Ouais, salut, ouais. Ça va Nico? Et dis-moi, alors, avant de commencer, est-ce que tu commences un peu à flipper là de voir Indiana en finale? Ah mais complètement quoi. Alors, en plus c'est pire que ça parce que si c'est pas Indiana, c'est un Miami tout pourri quoi. Ouais, je comprends ton désarroi. On va essayer de faire quelque chose pour toi. Il y a Lucas qui est là aussi. Salut Lucas. Salut. Ça va Lucas, toi aussi c'est la fête, c'est Indiana peut-être en finale? Ouais, je te cache pas que ça me réjouit pas plus que ça, quoi, mais bon, là, de toute façon, la série est tellement moche que ça soit l'un ou l'autre, ça changera pas grand chose. Ça sent les questions subtiles là. Et alors là, on va demander son avis au troisième intervenant, à savoir Guillaume Rahan Quincy. Salut à tous. Ça va Guillaume? Bah ça va très bien, ouais. Bon alors toi t'es complètement enthousiaste là. Non, parce que je pensais que ça arriverait, donc ça va arriver, et Indiana va aller en finale, et puis ça va être magnifique. Tu la joues modeste et humble alors. non, je plaisante, mais soit dit en passant, c'est un bon niveau de jeu quand même, donc ça fait plaisir. Ok. Non mais les gars, vous vous rendez compte là, entre moi, Lucas et toi Anton, on est un peu en mode marche funèbre. Oui, et c'est le seul abruti qui sourit pendant l'enterrement quoi. Ah moi je suis fiesta là. C'est vrai, et justement, ça nous permettra d'y revenir tout à l'heure, et ce sera une bonne chose justement de reparler de ça, à savoir si c'est une belle série, puisqu'elle est bien disputée, ou si c'est justement une série vraiment mitigée, car on a un Miami quand même qui est en baisse de régime là. On verra ça tout à l'heure. Justement, à l'ordre du jour, les gars, aujourd'hui un petit point sur la série Spurs Grizzlies, qui a tourné quand même rapidement court. Vous allez me donner justement sur cette série tout à l'heure votre top 3 des joueurs que vous avez le plus apprécié sur cette série, et le top 3 des joueurs qui vous ont le plus déçu. Après on débriefera un petit peu autour de ça, et donc on reviendra bien évidemment sur cette série entre le Heat et les Pacers, donc les Pacers avec qui n'en finissent plus d'étonner, j'ai envie de dire, dans le sillage de ces deux joueurs majeurs, Roy Hibbert et Paul George. Alors on verra justement si ces deux joueurs sont les plus importants, ou si c'est vraiment tout un collectif qui a souligné à sa juste valeur. Et puis après, on ira du côté du quiz de Lisa qui viendra nous poser ces questions, qui ne manquera pas une nouvelle fois de nous gâter avec ses cadeaux incroyables. Et puis tout de suite, avant de commencer, là, c'est la question des auditeurs. À tout de suite, juste après le jingle. Tour tout de suite, donc on commence l'émission avec la question des auditeurs. Question de Tyson Jennings. Pouvez-vous faire un point sur les nouveaux coachs arrivés et nous dire s'ils peuvent changer la philosophie des équipes dans lesquelles ils évolueront? Eh bien très bien, avant de commencer, on va pouvoir déjà peut-être faire un point sur les coachs qui sont arrivés. Par exemple à Milwaukee, Guillaume. Ouais, c'est Larry, donc l'ancien coach d'Atlanta qui débarque à Milwaukee. Rien de bien spectaculaire, mais il a fait quand même de bonnes choses cette saison avec Atlanta sans un effectif superbe. Donc ouais, c'est dans la continuité quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coach qui aime énormément les paillettes? Sûrement. Pour et le côté hollywoodien. Ouais non, quand tu joues à Atlanta et Milwaukee, en général, c'est que t'aimes bien aller le matin acheter ton pain à la boulangerie quoi. T'aimes pas trop les paillettes. C'est vrai. Donc alors du coup, qui arrive à Atlanta? Mike Budenholzer, ouais. Alors vas-y, c'est Lucas qui sait le mieux le dire, vas-y Lucas. Mike Budenholzer qui était assistant à San Antonio. San Antonio, exactement. Point sur les autres arrivés, on a les Cavaliers, donc avec le retour de l'enfant prodige, j'ai envie de dire, Mike Brown. Ça c'est bon coup ça pour depuis un moment ça.
Oui, mais on Non, fait un point là sur les arrivées. Mike Brown, est-ce que c'est une bonne chose pour les Cavaliers? Bah, je sais pas si c'est mieux Défensif. que Byron Scott, quoi. C'est vrai, peut-être pas mieux que Byron Scott, on verra ça. Les autres arrivées, donc ceux qu'on n'a pas déjà, c'est les Nets et les Clippers. Les Nets, les Clippers toujours absents de nouveaux coachs. Et on a qui d'autre On a Jeff Mike Hornacek Malone, à qui Phoenix débarque à- aussi. oui, Jeff Hornacek à Phoenix. Les Bobcats. Ah oui, c'est un nouveau coach, mais Ah, personne. j'ai oublié le nom, mais c'est encore un coach que personne connaît, évidemment. C'est un Sinon, ancien. il risquerait d'être trop bon, les Bobcats, donc. Justement, c'est là que ce serait intéressant de savoir sur quels critères on a engagé les coachs du côté de Charlotte. Quel autre coach là vous pouvez me citer, parce que alors, À Sacramento, je crois, non? Sacramento, il y a Mike Malone. Mike Malone à Sacramento, donc Ouais. Keith Smart c'est terminé. C'est ça, Ouais, ouais. mais Bon, ça on fait le 3 ans savait, que hein. Vous vous rendez compte que cette info, je l'ai même pas vue, je l'ai même pas eu. C'est-à-dire que Sacramento, on est loin du Bah, tout. tu sais, les équipes de D-League, on s'en fout un peu, quoi. Exactement. Non, bah du coup voilà. On va commencer peut-être par Milwaukee. Est-ce que ça va changer quelque chose d'arriver de Larry Drew? Est-ce qu'il peut faire ce qu'il a fait avec Atlanta cette année à Milwaukee? Bah, la situation pour lui est encore pire qu'elle était à Atlanta l'année dernière, parce qu'Atlanta l'année dernière, il y avait quand même au moins Josh Smith et Al Horford et à la rigueur Jeff Teague. Non, j'ai eu peur que tu me dises Jeff Teague, mais tu l'as dit. Vas-y, continue. Mais il a fait une belle saison. Moi, il m'a surpris moi-même, donc je suis obligé de le citer. Non, il a pas été mal. Et là, le problème, c'est qu'avec Milwaukee, on sait pas du tout ce qu'il va avoir, parce que on sait pas ce qui deviendra de Brandon Jennings ou de Monta Ellis. Et à côté de ça, c'est vraiment pas large, hein. Bon, à la limite, même s'il avait les deux, Monta Ellis et Brandon Jennings, est-ce qu'il arriverait peut-être lui à faire quelque chose avec ça? Moi, il m'a surpris avec Atlanta, que je pensais vraiment pas être capable de faire les playoffs cette année, malgré la faiblesse de la conférence. Et il les a fait plutôt brillamment. Du coup, on peut peut-être avoir un petit espoir, mais ça va être quand même compliqué. Ça dépendra vraiment de l'équipe qui leur entre les mains, je pense. Bon, très bien. L'arrivée à Atlanta de l'ancien assistant coach des Spurs, est-ce que ça peut être un atout pour Atlanta? Mais déjà, on a l'impression que si ça vient des Spurs, déjà, on a l'impression que ça peut être un atout, déjà, non? Oui, Ou en un général, atout. les gens qui sortent des Spurs, en général, ça fait des bons coachs ou des bons GM, hein. Voilà. En même temps, si je dis pas de bêtises, là, le GM d'Atlanta, le nouveau GM, c'est Danny Ferry, donc ancien de la maison Ouais. des Spurs, mais il était parti à Cleveland, il a engagé un ancien de la maison des Spurs, c'était Mike Brown, et même si les résultats n'ont pas été mauvais, il n'y avait pas de quoi non plus se taper quelque chose par terre. Voilà, exactement, tu peux le dire. Alors juste, je le glisse entre deux coachs. On a Masai Ujiri, GM de Denver, l'ancien GM de Denver, qui a accepté la proposition des Toronto Raptors. Ouais, c'est important, ça. Est-ce Oui. que vous pensez que pour l'avenir des Raptors, finalement, est-ce que c'est pas une très bonne chose quand tu vois ce qu'il a fait à Denver? Tu veux parler du contrat de 10 millions offert à Maggie, c'est ça? Oui, non, mais honnêtement, quand on voit un peu l'évolution qu'a eu Denver, j'ai envie de dire l'ère post Carmelo Anthony, est-ce qu'on peut pas envier ça aux Raptors? Après, Masai Ujiri, lui, c'est un mec qui a fait quand même de très bons échanges pendant qu'il était GM. Donc, étant donné qu'à Toronto, ils ont surtout envie de se débarrasser du contrat de Bargnani et que là, ces dernières années, ils ont accumulé des contrats qui étaient pas très utiles via des free agents qu'ils auraient pu éviter. Le fait d'avoir un GM qui a un bon carnet d'adresses et qui est capable de monter de bons échanges, ça peut être un gros atout pour eux. Surtout qu'ils récupèrent une équipe quand même qui est pour l'instant composée de quelques bons joueurs, on peut dire. Oui, elle est pas si dégueulasse que ça, cette équipe, mais elle a besoin Voilà. d'encore être bien construite. Les arrivées de Rudy Gay, Kyle Lowry, etc. C'est vrai que là-dessus, il repart quand même avec une base d'équipe sur laquelle il va pouvoir construire quelque chose. Donc ça, c'est à signaler aussi. Bon alors, retour sur les coachs. Du coup, est-ce que bon, pour les Bobcats, ça changera rien. C'est Steve Clifford, j'ai vérifié. Steve Clifford. Ouais. Bon, très bien. Avec peut-être Patrick Ewing en assistant. Est-ce que est-ce que tu sais ce que Steve Clifford a fait auparavant? Il était assistant aux Lakers. Okay. À New York, Orlando, Houston, aux côtés des Van Gundy. Donc on peut espérer que je sais pas rien en fait. On peut rien espérer. On peut rien espérer à ce stade-là. Il était soutenu par pas mal de bons joueurs ou de personnes réputées aussi, donc on peut s'attendre. Mais après, à chaque fois avec les assistants, c'est vraiment du qui tout double, on a pas l'impression parce qu'on les connaît pas. Tom Thibodeau était un assistant, bon, il était un peu plus connu, mais il a réussi. Et tous les coachs commencent comme ça avant d'être bons. Et on sait jamais à l'avance, quoi. C'est un peu comme drafter un rookie, je pense. Ça peut très bien terminer, comme ça peut vraiment
à l'inverse complètement explosé. Pour les Suns, l'arrivée de Jeff Hornacek, là, est-ce que ça, bon, on était sur Alvin Gentry. Non, c'était Lindsey Hunter. Gentry, il avait été viré au début de la saison. Il avait été remplacé par Hunter. Hunter qui a pas réussi à donner une grosse ligne directrice au niveau des Suns en changeant son 5 de départ assez fréquemment, etc. Donc c'est pas étonnant qu'il ait pas été prolongé. Par contre, le fait d'avoir Hornacek, c'est les Suns annoncent quand même clairement la couleur. C'est qu'ils vont prendre une toute nouvelle direction. Là, ils l'ont signé pour 3 ans avec un nouveau GM qu'ils ont signé pour 4 ans. Et Hornacek, lui, il est surtout réputé pour être un bon coach en ce qui s'agit de la formation des jeunes joueurs. Donc là, c'est une volonté de Phoenix de se reconstruire sur plusieurs années avec des jeunes joueurs et via la draft. Sur un peu sur la base aussi des joueurs qu'ils ont actuellement, parce qu'ils ont récupéré quand même pas mal de jeunes joueurs ces derniers temps. Ils ont pas mal de jeunes joueurs et c'est des mecs qui n'ont pas forcément eu un encadrement adéquat. Je pense notamment à Michael Beasley. Oui. Donc le fait d'avoir un coach qui sait bien gérer les jeunes, ça peut être un gros plus. Et de toute façon, là, ils vont avoir du temps pour se reconstruire. Est-ce que c'est une bonne chose pour les frères Maurice? Les frères Maurice, après, il n'y a pas grand-chose à en attendre, quoi. Je pense pas qu'ils aient une grosse marge de progression. Donc, au final, ça changera pas grand-chose pour eux. Et puis surtout, les frères Maurice, ils avaient la chance d'être un peu dans les petits papiers de Lindsey Hunter qui les faisaient jouer tout le temps. Là, ils vont jouer beaucoup moins, à mon avis, quoi, parce que en termes de niveau, ils sont en dessous de beaucoup de joueurs de l'effectif qui n'avaient pas les faveurs de l'ancien coach. Donc, faut qu'ils s'attendent à voir leur temps de jeu réduire, je pense. Bon, très bien. Et dernier point sur les Kings, est-ce que vous pensez que on va vers un grand changement pour les Kings, ou est-ce on s'attend toujours à retrouver une équipe, excusez-moi du terme, de cas sociaux? À Sacramento, il y a un peu tout qui a changé aussi. Ils ont changé un peu toute l'architecture du staff, si je me trompe pas. Du coup, on peut s'attendre à au moins une nouvelle vision des choses, qui va peut-être pas se concrétiser tout de suite cet été, mais à terme, oui, forcément. Déjà, on va voir comment va se passer le cas Tariq Evans, qui, si je me trompe pas, est restricted free agent cet été. C'est ça. Exactement, c'est ça. Cousins qui est toujours sur les starting blocks des transferts ou pas, on sait jamais trop, mais ça va toujours être discuté. Un show de draft, de tas de trucs encore, donc vraiment c'est peut-être un tournant pour Sacramento cet été, sachant que Mike Malone, donc le nouveau coach, était quand même, ça fait plusieurs années qu'il était toujours dans les noms des candidats pour des coachs, des postes de coach ouverts. Là, il a enfin sa chance. On va voir si cette réputation était méritée en fait. Bon, bah très bien. Eh ben on verra en tout cas les arrivées. On va attendre surtout l'arrivée du nouveau coach des Clippers. Pour le cas Chris Paul, hein, ça parle beaucoup par presse interposée, donc on verra déjà l'avenir de Chris Paul, le choix du coach, est-ce que ça va influer sur son avenir, et puis celui des Nets qui est une grosse question encore, et qui récupérera une formation quand même assez complète, donc on verra. On va passer donc tout de suite à la question suivante, une question de Jean. Pouvez-vous nous dire s'il va y avoir du changement côté Memphis cet été, car on sent quand même que l'équipe telle qu'elle ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Guillaume, toi qui es l'expert en Memphis-itude, est-ce que tu peux nous dire si quelque chose va bouger du côté de Memphis cet été? Est-ce qu'il va y avoir des arrivées, des départs? Est-ce que Quincy P va rester? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Alors le changement, ce qui pourrait être en tout cas un changement majeur, c'est le départ de Tony Allen, puisqu'il est quand même free agent cet été et qui va intéresser pas mal de franchises. Je sais pas si c'est dans l'intérêt de Memphis de lui mettre 30 millions ou 40 millions sur lui, étant donné qu'il est quand même assez limité offensivement malgré tout ce qu'il apporte en défense, et que même sans Tony Allen, il garde quand même une certaine alchimie, cette équipe. Mais je pense pas qu'il y aura de changement majeur, si ce n'est le cas Tony Allen à régler, et puis ils ont quelques choix de draft au second tour, il y a moyen d'ajouter des belles plus-values, je pense, et puis non, pas de changement majeur. C'est assez amusant d'ailleurs, juste tu parlais de Tony Allen, est-ce que c'est pas le cas typique du joueur qui est surcoté et sous-coté à la fois? Vas-y, explique-nous ça s'il te plaît. Alors j'entends bien sûr donc sous-coté de par son exposition, de par son de ses à chaque fois, je sais pas si vous voyez, mais il est jamais vraiment considéré dans le choix des défenseurs de l'année. Enfin voilà, je pense à plein de choses comme ça, et surcoté dans le sens où on en parle beaucoup comme étant le défenseur, la référence ultime, mais à la fois, quand il est sur le terrain, est-ce que offensivement on pourrait pas attendre un peu plus d'un joueur comme ça? Bonne question. Après c'est le principe des super role players qui sont très très forts dans un seul domaine, et en général
beaucoup moins forts dans les autres domaines, et c'est pour ça qu'ils ne sont que des role-players. Alors justement, je vais poser ma question différemment. Est-ce que un joueur qui est quand même très apprécié comme lui et qui va intéresser beaucoup de franchises, est-ce que ce joueur, Tony Allen, mérite un contrat de 35, 40, 50 millions de dollars? Bah après c'est le marché, il y aura un jeu de concurrence et de surenchère entre les franchises. Hein. Plus les franchises le voudront absolument, plus les prix monteront. Mais effectivement, en théorie, à un moment donné, plus sa valeur va monter, les contrats qu'on va lui proposer vont monter. À un moment donné, ils vont devenir tellement hauts qu'ils seront plus intéressants par rapport au joueur qu'il est. Mais ça, c'est aux franchises qui vont un peu se batailler pour l'avoir, de mesurer à quel moment il devient trop cher pour ce qu'il est et trop problématique. Et là, ça va être intéressant à voir. Moi, je rajouterais même que comme tu dis, Memphis a pas forcément besoin d'aller taper dans du 40 millions sur lui. Je pense qu'il en vaut pas la peine. Et puis surtout, moi, je trouve que pour améliorer l'alchimie de cette équipe qui est déjà pas mal, faudra plutôt un bon shooter, quoi. Un shooter à longue distance, qui puisse un peu étirer le terrain, qui puisse laisser de l'espace à l'intérieur pour alors sans recrutement, est-ce que ça va pas être le rôle de Quincy Pondexter l'année prochaine? C'est ce que je me disais, il peut peut-être rentrer dans ce rôle si Est-ce qu'il a pas gagné un peu sa place là? Si Lionel, bien sûr, si Lionel Hollins reste, est-ce qu'il a pas gagné un peu sa place avec ses playoffs là? Si, complètement. Moi faut juste pas qu'il nous fasse une Michael Pietrus qui nous fait des playoffs énormissimes avec Orlando et qui après tombe un peu chute un peu de niveau. Est-ce qu'on peut l'appeler la maladie Michael Pietrus? Ah bah on sait pas s'il en a atteint encore. Hein. Non mais c'est vrai, je me disais justement, est-ce que Quincy Pondexter ça pourrait être ce joueur qui va étirer un peu les défenses pour laisser libre accès à Zach Randolph et Marc Gasol finalement. Donc c'est en tout cas avec lui que ça a le mieux marché contre San Antonio, je trouve. En gardant l'apport de Jerry Biles en sortie de banc, moi je pensais à ajouter deux trois petits joueurs de banc comme ça, mais est-ce que c'est Memphis pour réitérer l'exploit l'année prochaine de finale de conférence et peut-être même la gagner? C'est ça à voir. Après, on a vu que quand le leadership est entre les mains de Marc Gasol et Zach Randolph, là ça n'a pas été génial. Après c'est bon, c'est un rôle qu'ils ne connaissent que depuis peu, donc peut-être faut le temps de digérer tout ça et d'avoir un peu d'expérience. Mais là pour l'instant c'est vrai qu'on a un peu l'impression que ça risque de plafonner, mais peut-être des petits détails pourraient changer les choses. Moi je vois bien, en plus de Pondexter, rajouter un autre shooter qui soit en sortie de banc ou titulaire ou je ne sais pas, pour un peu renforcer ça. Et d'ailleurs je regrette un peu, avec cette équipe là, le départ d'O.J. Mayo. Je crois que Lucas en avait parlé il y a quelques temps. Oui. Je pense vraiment qu'il aurait été très intéressant. Ellington en cours de saison. Ouais, mais Ellington, faut peut-être pas abuser. On va peut-être pas abuser des comparaisons. Non, mais je suis assez d'accord pour dire que O.J. Mayo aurait pu remplir ce rôle, tout comme Rudy Gay si ça avait formidablement bien marché, tout comme Rudy Gay aurait pu le faire. Après Rudy Gay. Mais à quel prix tu l'aurais? Non, mais c'est pour ça. À quel prix? C'est sûr que c'est plus intéressant d'avoir un Quincy Pondexter qui va t'amener un peu ce rôle-là à 30 millions de moins que Rudy Gay. Mais après je suis assez d'accord que voir O.J. Mayo, parce que O.J. Mayo lui il était dans sa période rookie encore. Dans son contrat rookie. Il était dans son contrat rookie, voilà. Mais surtout O.J. Mayo, c'était quand Rudy Gay avait été blessé, qu'il avait pas pu faire les playoffs. Lui, il avait réussi à prendre un peu le rôle de Rudy Gay, d'assurer 15-20 points au scoring tout le temps. Et surtout, c'est un joueur qui est capable de se créer son shoot tout seul. Et ça, effectivement, je pense que ça aurait pu faire du bien à Memphis sur la série. La période. Surtout que Mayo, il est pas très cher en plus. C'était la période qui avait été un peu décevant sur la fin. C'était la période où les Grizzlies avaient battu les Spurs au premier tour, c'est ça? C'est ça, ouais. O.J. Mayo aurait pu être intéressant. C'est vrai qu'il aurait été assez intéressant de le voir, puisque bien sûr on l'a pas vu avec Dallas cette année en playoff, mais donc je suis assez d'accord. Bon, très bien. C'était un peu le rôle de Jerry Biles, mais il s'est pas montré au même niveau, quoi. Non, effectivement, mais on peut pas demander d'être au même niveau à tout le monde. Mais après Biles n'a pas vraiment le même style de jeu. Mayo est plus dans le catch and shoot et la recherche de ces positions-là, et je pense que c'est vraiment ce genre de pur shooter qui serait très intéressant dans cette équipe de Memphis. Oui, et puis O.J. Mayo arrive à se créer son shoot, il peut être dans ce rôle-là. Jerry Biles, je ne suis pas convaincu.
Bon, bah si vous avez rien à ajouter, messieurs, j'ai envie de continuer avec la question de Jérémy. D'ailleurs, question qu'on va garder, c'est une question sur Wade qu'on va garder pour le petit débrief sur les Pacers et sur le Heat. Donc, on va arrêter là justement pour les questions, c'est parfait. On va se la garder celle-là au chaud. Et puis on va revenir tout de suite après le jingle pour on va faire un petit débrief rapide sur Grizzlies Spurs puisqu'on vient d'en parler. Et puis on s'attardera un peu plus sur les Pacers et le Heat. À tout de suite. Y'all gon' make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. Step back and kiss myself. MVP time. Et c'est parti, le retour. Donc tout de suite, on va reprendre sur les Grizzlies et sur les Spurs. Alors messieurs, déjà avant de commencer, est-ce que pour vous le 4-0 a été justifié? Puisque je me rappelle de Guillaume qui me disait dans une émission précédente que une série peut se dérouler en 4-0, mais peut être acharnée et disputée comme une série en 7 matchs, comme une série en 7 matchs. Alors, est-ce que ça a été le cas pour vous sur cette série où il y a eu 2 matchs en prolongation, je crois, et maximum 5 points ou 10 points d'écart. Bon, est-ce que ça a été vraiment pour vous la série la plus disputée, même peut-être par rapport à Indiana? Non. Non, je pense pas. Je pense que le 4-0, dans un sens, il est pas si sévère que ça, puisqu'on n'a pas vu un bon Memphis sur un match complet. J'ai compté, on a dû avoir 4 ou 5 cartons en tout sur les 16. On a vu un Memphis jouer bien au ballon. Donc en partant de là, les Spurs ont mieux joué et ça de la première à la dernière seconde. Moi je dis c'est pas si sévère que ça au niveau du niveau de jeu proposé. D'accord. Bon, et pour vous les autres, est-ce que ça a été aussi pour vous mérité ou Memphis aurait pu faire mieux ou... Je trouve quand même sur le papier le 4-0 ça fait sévère parce que comme tu disais Antoine, Memphis c'était tout le temps dans les routes de San Antonio, enfin pratiquement tout le temps et même par rapport à ce qu'on disait au début avant la série, c'était quand même une belle équipe, une belle confrontation. Et vraiment 4-0 ça fait un peu trop Oui, mais sur le papier c'est sévère, je suis d'accord. Ça fait un peu trop catégorique. Bah après ça montre aussi à quel point les Spurs sont impressionnants quand même parce que mettre 4-0 à cette équipe de Memphis alors qu'on avait vu les Spurs quand même pas mal en difficulté contre Golden State, moi j'avoue que j'ai quand même été surpris et que effectivement au vu de la série, je pense, moi en tout cas je trouve que c'est sévère pour Memphis, quand même pas démérité sur les 4 matchs. Mais c'est aussi, San Antonio a très bien su faire le boulot et dans des matchs serrés, ils savent les gagner. Et ça, par contre, on voit en face que, par exemple, Miami, eux, ils ont beaucoup plus de mal là-dessus. Avec notamment, si je peux me permettre, un Tim Duncan à chaque fois en prolongation qui est énormissime. Je sais pas si vous voyez, tous les ans, depuis quelques années, bien sûr, on dit, voilà, les Spurs sont sur le déclin, les Spurs ceci, les Spurs cela. Tim Duncan, le joueur le plus âgé de la formation, je sais pas si vous voyez, mais que c'est lui qui répond quand même le plus présent dans les moments hyper chauds comme ça. Je sais pas si ça vous étonne, est-ce que ça vous étonne, finalement c'est finalement assez logique quand t'as un Tony Parker qui explose il explose pas les records mais il score quand même pas mal de points, donc une fois arrivé en prolongation, la défense fait vachement attention à lui et sur pick and roll, Tim Duncan il s'est fait plaisir quoi. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce que vous pouvez à l'heure actuelle, on va faire, je l'avais dit avant l'émission, est-ce que vous pouvez me donner vos 3 joueurs qui ont été essentiels pour la victoire et vos 3 déceptions complètes? On peut faire ça, en effet. Alors, on peut faire ça. Alors, Nico, si tu peux me donner tes 3 tes 3 meilleurs joueurs, tes 3 plus-values pour l'équipe. Clairement, dans le top 3, même qui sera en premier, c'est clairement Tony Parker. Je crois que c'est impossible de l'enlever de ce top-là. Et même de la première place, parce que c'était vraiment même si, l'apport de Duncan était très très important, mais je pense que la vraie clé, c'était Tony Parker. C'est vraiment lui qui a posé le plus de problèmes et qui a été vraiment le plus décisif. Donc, pour moi, c'est une évidence. Après, Tim Duncan, toujours, même s'il a pas toujours été en réussite, mais il a tellement gêné la raquette Memphis qui était supposée leur force, dans des 2 côtés du terrain, qu'on est obligé de lui balancer toutes les fleurs qu'on peut. Oui, parce que on attendait avant cette série, justement, tout le monde disait, avec la raquette des Grizzlies, Tim Duncan fera pas une seconde, etc. Et finalement, c'est lui qui a quand même répondu le plus présent. Il a montré qui c'est qui commandait, quoi. Voilà. Bon, très bien. Oui, mais il n'est pas allé les chercher dans la raquette, ses points en majorité. Ouais, mais justement, sa force, c'est aussi de pouvoir se décaler, comme KG aujourd'hui. Oui, mais on n'était quand même pas en tort de dire que
Oui, que Duncan aurait du mal à scorer à l'intérieur, quoi. Oui, on n'était pas sur un vrai duel d'intérieur. Voilà, Et c'est par ça. contre, on s'attendait pas à ce qu'ils défendent aussi bien enfin, même s'il était pas seul à défendre, mais qu'ils tiennent aussi bien la raquette en défense, je pense. Oui, c'est vrai. Bon, très bien. Alors, ton troisième joueur? Moi, je mettrais Kawhi Leonard qui avec ses rebonds offensifs et ses paniers de raccro, a Oui. vraiment fait beaucoup de mal à mon avis. Bah, là-dessus, je crois que je te suivrai, effectivement. Lucas, est-ce que tu peux nous donner ton top 3? Moi je mettrais Parker et Duncan aussi. De toute façon, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, quoi. Vu la série qu'a sorti Parker, ça serait quand même être assez malhonnête de pas dire que ça a été le meilleur joueur de la série. Exactement. Mais moi, plutôt que Leonard, moi je rajouterais Boris Dio en troisième, que j'ai trouvé vraiment très très bon sur la série pour mettre en difficulté les intérieurs de Memphis. Il a été très bon en défense, il a été excellent en attaque, où il a bien réussi à varier le jeu. Et je pense que voilà, le fait qu'il soit très complémentaire de Tony Parker et que les deux aient joué ensemble pendant assez longtemps, c'est ça qui a un peu permis aussi à Parker d'être aussi impressionnant, notamment à la passe dans le match 2. Je pense que la complémentarité des deux a beaucoup joué et que Dio a été très très bon sur cette série. Je pense qu'on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs joueurs de San Antonio. Bon, l'intérêt en tout cas, c'est que s'il retrouve Miami en finale, Boris Dio n'aura pas besoin de faire grand-chose pour gêner les intérieurs de Miami. Guillaume Taxi, est-ce que tu peux me dire, toi, quel a été ton top 3? Ouais, non, Boris Dio a été vraiment bon, c'est vrai, mais je rejoindrais plutôt Nico pour le top 3, donc Parker, Duncan et donc Kawhi Leonard, qui, par son jeu en contre-attaque, son gros volume de jeu au rebond, et surtout sa défense de zone, quoi. On parlait défendre sur les intérieurs, Marc Gasol et Zach Randolph, pour le coup, lui, il venait bien aider Tim Duncan et Thiago Splitter. C'est ça qui a beaucoup gêné, et je pense que ça a vraiment été une clé, donc je lui donne la 3e place. Très bien. Est-ce que si vous aviez une petite mention à ajouter, vous la donneriez à qui? Ginobili quand même, parce que mine de rien, là il est pas dans le top 3 parce qu'il y a un gros top 3 déjà. Mais Ginobili a pas été tout le temps présent, mais il a toujours envoyé des piqûres qui ont fait très 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 mal à Memphis. Je pense qu'il a vraiment joué le facteur X, vraiment la mouche qui embête, la mouche du coach. Il a su sortir de sa boîte au bon moment. Alors justement, je rebondis là-dessus, tu parles de Ginobili. J'avais une question donc de Jérémy tout à l'heure dans la question des auditeurs qui me disait est-ce que finalement Wade a pas montré ses limites niveau scoring ou quoi que ce soit, et est-ce que c'est pas là qu'on voit que Ginobili est un cran au-dessus, puisque dès qu'il n'arrive plus à scorer, il arrive quand même toujours à bien faire huiler l'équipe, à bien trouver ses partenaires, comme on l'a vu avec Parker. Est-ce que c'est pas là le petit coup de mou de Wade qui fait que Miami sera de plus en plus sur le déclin? Moi, je pense qu'après, il y a quand même une différence fondamentale entre Ginobili et Wade. C'est que Gino, c'est un très très bon shooter. Donc à la base, les défenseurs sont obligés de venir le chercher très haut, ce qui n'est pas le cas de Wade. Donc même si Ginobili perd en explosivité, comme Wade peut perdre en explosivité, lui, de toute façon, il représente une menace longue distance, donc il étire la défense. Et à partir de là, lui, c'est un joueur qui prend très bien les espaces, donc il peut en profiter sur pick and roll, ou même en pénétration tout seul. Le fait d'avoir ce tir longue distance dans son jeu, ça lui confère un avantage que Wade n'a pas. Et dans le cadre d'un joueur quand même qui est assez âgé et moins rapide qu'avant, le fait d'avoir ce shoot-là l'aide beaucoup. Et Wade n'a pas ce shoot, et je pense que c'est pour ça qu'il est condamné à souffrir un peu disons, des outrages du temps. Est-ce que vous croyez que ça va être, est-ce que vous croyez que ça va être en continu pour Wade? Est-ce que ça va se décliner petit à petit? Ou est-ce qu'on a on a une chance de le revoir vraiment au top à un moment donné, ou même dans un registre comme Ginobili, à part pour les shoots extérieurs bien sûr? Moi, je vais peut-être lancer un petit pavé dans la mare, mais un des problèmes de Wade et que n'a pas Ginobili, c'est que Wade a tendance, je trouve qu'il a tendance à se décourager assez rapidement, à plus avoir envie d'essayer de faire l'effort dès que son physique ou son tir ne rentre pas, ou dès qu'il y est pas, comme quand il dit qu'il est pas en rythme, il perd beaucoup d'importance, il se frustre tout seul et il arrête un peu de jouer. Là où Ginobili, quoi qu'il arrive, il essaiera d'apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre, tout le temps il se battra, quelle que soit sa réussite, quel que soit son physique, à quel point son physique le suit ou pas, dans tous les cas il va essayer de se donner à fond et d'apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Là où Wade a tendance un peu à se mettre un peu en retrait, à ronchonner quand il y arrive pas. Bah on le voit actuellement, on le voit actuellement avec LeBron James qui est complètement esselé à Miami. La différence avec Manu Ginobili et Dwayne Wade, c'est que Dwayne Wade est la seconde option de l'équipe, alors que Ginobili ne l'est plus. Et San Antonio peut se permettre d'avoir un Manu Ginobili moyen et de gagner quand même, alors que Miami ne peut pas se permettre ça. D'accord, effectivement. Très bien. On va reprendre tout de suite.
vos 3 déceptions mais complètes sur la série. Moi j'ai une petite idée, mais Nico, vas-y commence. Dis-moi quelles ont été tes déceptions sur cette série de joueurs. Forcément, on est obligé de dire Zach Randolph, hein. Voilà, Qui est c'était un peu plus comme le franchise player en comment dire, après le départ de Rudiger. effectivement. Et bon, et il a forcé de constater qu'il n'a pas vraiment tenu ce rang-là. Sans dire bon, c'est un rôle assez difficile, et compliqué, hein, mais on s'attendait. Bon, ouais, il a pas réussi. Et il est pour beaucoup dans l'incapacité à Memphis à tenir la comparaison face à San Antonio, je pense. Très bien. Ton deuxième joueur. Après c'est un peu collectif, quoi. Il y a si Tyson Prince qui peut-être on attendait trop de lui. Et pour le coup, il a vraiment pas assez par rapport au minimum syndical qu'il aurait dû faire. D'accord. Et est-ce que tu aurais une petite troisième à mettre, un petit carton même chez les Spurs, hein, tu peux trouver un joueur qui a pas été au niveau. Hein. Si, chez les Spurs, effectivement, oui, Garini, il a été un peu absent. Ouais. Histoire de bien foncer le clou pour vraiment dans le cercueil de Memphis, il aurait été parfait. Là, il a pas été présent et je pense qu'il aurait pu souvent permettre à San Antonio de se défaire plus facilement de Memphis. Et effectivement, il n'a pas souvent répondu présent. D'accord, très bien. Lucas, ton flop 3. Moi je suis obligé de mettre Randolph aussi, quoi, qui a pas du tout eu le rendement escompté. Surtout qu'il avait été plutôt performant lors des 2 tours précédents, qu'il avait montré qu'il était revenu à un bon niveau, et là il a clairement pas fait le poids. Mais après je pense que c'est vraiment le seul à avoir déçu sur la série. Tous les autres joueurs ont quand même été bons, par peut-être Tayshaun Prince qui a pas été très utile, mais ça on l'avait déjà dit au tour précédent, ça n'a fait que confirmer l'impression qu'on avait déjà. Et après voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les matchs ont été relativement serrés, donc si les matchs ont été serrés, c'est que les deux équipes ont quand même évolué à un bon niveau. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Gary Neal chez les Spurs était un petit peu absent ou... Bah après, il avait pas été très performant lors des 2 tours précédents non plus, donc il y avait pas grand chose à en attendre, quoi. À la rigueur, Danny Green peut-être, dont on aurait pu attendre un peu plus, qui a pas été bon, qui a pas été très constant sur tous les matchs, quoi. Mais Gary Neal, c'est pas quelqu'un dont il fallait attendre beaucoup, quoi. Donc je pense pas qu'on puisse parler de flop, étant donné que les attentes étaient pas très élevées par rapport à lui. Je suis pas très d'accord. On l'entend quand même en espèce de dynamité en sortie de banc. Le mec qui met les points quand il y a un peu, quand on a du mal à jouer, c'est un peu lui qu'on met sur le terrain pour faire exploser tout ça et trouver des points un peu sortis de nulle part. Et là, je trouve qu'on a senti à plusieurs reprises que San Antonio attendait sa petite étincelle pour un peu se donner de l'air ou se soulager ou un peu mettre un peu le bazar chez Memphis. Et il a jamais répondu présent. Et je pense vraiment que là, il y avait une attente de San Antonio. Ok. Guillaume, ton flop 3? Moi, je donnerais un petit carton au coach de Memphis, Lionel Hollins, que j'ai trouvé très très brouillon dans sa rotation, dans les tentatives de s'adapter qui ont finalement pas marché. Enfin voilà, l'impression générale, c'est que j'ai trouvé un coaching très brouillon et qui n'a pas payé. Et puis il est convoité par Brooklyn, il me semble. Donc je sais pas comment ça va se décanter tout ça, mais voilà. Pour moi, c'est une déception. Non, ok, Lionel Hollins. Ensuite, est-ce que t'as des joueurs qui t'ont déçu sur la série? Non, mais pareil, c'est difficile de retirer des gens d'un groupe qui n'a pas fait une bonne prestation générale, quoi. Mais oui, Zach Randolph, c'est évident, mais je pense aussi qu'il a été mal servi. Le casting autour n'a pas été aussi formidable pour lui donner des bons ballons, donc je préfère pas blâmer quelqu'un en particulier. Est-ce que, pour finir là-dessus, est-ce que Mike Conley est à la hauteur pour vous dans cette série? Je pense qu'il y avait une espèce de duel. On a un peu surévalué Mike Conley qui a du coup essayé de répondre présent. En fait, je pense que les gens espéraient un peu que Mike Conley tienne la comparaison face à Tony Parker, et notamment dans tout ce qui est création et création de jeu et comment dire et découper sa capacité à découper la défense. On l'attendait un peu trop sur ce domaine-là, alors que c'est pas vraiment son niveau n'appelle pas un tel niveau de jeu en fait. Oui, parce que je crois en fait surtout qu'on a surestimé un peu le duel. Alors à défaut de sous-côté Mike Conley, on a surestimé le duel Tony Parker Mike Conley, et je pense que c'est pour ça que certaines des attentes ont été un peu négatives autour de lui pendant la série. Ça, c'était juste un petit mot que moi je voulais rajouter parce que personne n'en avait parlé encore de Conley. Et voilà. Et puis Conley, on a senti l'équipe proposait beaucoup sur lui, beaucoup trop par rapport à ce qu'il est capable de faire, et il a essayé. Ça a marché de manière alternative. De temps en temps, c'est vrai qu'il sortait des belles séquences où on a l'impression qu'il portait un peu son équipe, mais d'autres séquences où il n'y arrivait pas parce qu'il n'en est pas encore capable. Du coup, ça se voit un peu sur ses pourcentages. Mais si lui le faisait pas, personne le faisait. Oui.
Donc, j'aurais du mal à critiquer son rendement. Je suis d'accord sur le fait que la volonté était complètement au rendez-vous et ça on ne peut pas lui enlever, effectivement. Pas de problème. Bon, ben on va clore le débat là-dessus sur les Spurs et les Grizzlies et on va juste continuer maintenant avec les Pacers et le Heat. Alors là il y a des choses à dire. Est-ce que déjà le dernier match en date c'était cette nuit, match 6 que les Pacers ont remporté, cette fois-ci avec un peu plus gros écart que d'habitude, un 91-77. Est-ce que pour vous ça a été justifié cette victoire des Pacers? Est-ce que Miami est vraiment en dessous en ce moment? Mais clairement que Miami est en dessous, qu'ils n'arrivent absolument pas à développer le jeu qu'ils sont capables de développer, tant en défense qu'en attaque. Il se repose beaucoup trop sur LeBron James, mais d'ailleurs il a dit lui-même qu'il a l'impression d'être à Cleveland, et je veux dire c'est un immense désaveu pour tous les joueurs qui est autour de lui, en particulier Chris Bosh et Dwayne Wade. Et à la rigueur, quand eux sont en panne, à un moment donné, ils pouvaient un peu se rattraper avec la défense collective et un peu tir à 3 points. Là, c'est même pas le cas, donc c'est vas-y LeBron James, débrouille-toi et fais-nous gagner parce que sinon on va pas s'en sortir. Et face à une équipe bien construite, bien très complète surtout et solide partout, ça devient très très difficile pour un seul homme. Guillaume, donne-moi ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'Indiana, toi qui es le pro Indiana, est-ce que tu crois qu'Indiana est supérieur à Miami et c'est ça qui fait que Miami commence à avoir du mal, ou est-ce que c'est vraiment le souci que James est trop esselé dans l'équipe? Comme l'a dit Miko, Miami ne joue pas à son niveau. Ça, je suis d'accord. Notamment Dwayne Wade ou Chris Bosh se montrent pas au niveau qu'on attend d'eux. Mais je dirais quand même que la défense d'Indiana est aussi une de ses causes. J'ai peut-être pas enfin, comment dire, ça explique peut-être pas tout. Miami joue assez mal généralement, mais la défense d'Indiana participe aussi à cela. Et je pense que la clé, c'est que Eric Spoelstra essaie de jouer avec un line-up assez grand finalement pour essayer de matcher avec Indiana. Et ça enlève justement ce tir à 3 points qui était la force de Miami. Et on l'a vu hier soir, dès que Spoelstra a décidé d'enlever les intérieurs et de jouer comme d'habitude avec plus de shooters dans le périmètre, ça allait un peu mieux. Mike Miller a planté 2-3 points. Il y a eu quand même une remontée assez intéressante. Donc je pense que c'est vraiment le coaching de Spoelstra aussi à remettre en cause. Plutôt que de vouloir s'adapter, je pense qu'il devrait essayer de jouer son jeu à lui. Lucas, on avait parlé récemment, je sais pas si tu te rappelles, du fait qu'Anthony devrait jouer plus pour libérer un peu Chris Bosh. Cette nuit, ça a été le cas. Est-ce que déjà, premièrement, est-ce que tu as été satisfait du rendement d'Anthony? J'ai trouvé qu'il a eu un apport assez intéressant dans son registre, c'est-à-dire que quand il était là, voilà, il a quand même bien limité Roy Hibbert, que ça soit au rebond ou en défense. Et même lui au rebond offensif a été assez efficace. Donc après voilà, faut pas en attendre monts et merveilles non plus, mais face à Roy Hibbert, c'est quand même déjà quelqu'un qui a le gabarit pour lui faire face. Donc j'ai trouvé son entrée quand même relativement intéressante. Quand il est rentré dans le deuxième quart-temps, ça a correspondu à une bonne période de Miami. Ça a été moins le cas après en deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps, il a quand même été très efficace. Après, quelque chose sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est quelque chose dont on avait parlé là il y a 2 semaines, c'était le fait que Miami avait peut-être eu 2 premiers tours trop faciles. Et là, je pense qu'on en voit un peu les conséquences. Parce que là, à partir du moment où ils sont un peu dans l'adversité, ils trouvent pas vraiment de solution, en particulier LeBron James, qui lui, il avait joué vraiment tranquille sur les premiers tours en prenant très peu de shoots. Là, il se dit que ça devient compliqué, qu'il faut élever son niveau, mais il n'arrive pas à trouver le juste milieu entre la passe et le tir, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas eu l'occasion de faire, que ce soit contre les Bulls ou contre les Bucks. Et là, en fait, ça se ressent beaucoup sur le jeu, parce que dès le premier quart-temps, il demande directement des isolations. Et Dwayne Wade, notamment, s'en est plaint. Il se plaint qu'il ne touche plus assez le ballon et que c'est pour ça qu'il est plus efficace. Et effectivement, je pense que LeBron James garde trop la balle parce qu'il n'arrive pas à faire la part des choses entre le LeBron James des 2 premiers tours qu'il a joué très tranquille et qui impliquait ses coéquipiers et LeBron James qui doit scorer. Et le problème, ça s'est ressenti dans le jeu. Hier soir, Miami termine le match, ils sont à seulement 10 passes décisives. Donc ça trahit vraiment un manque de fluidité dans le jeu. Et je pense que c'est la conséquence de 2 premiers tours où ils ont pas eu d'adversité, ils ont pas eu à forcer leur talent. Et maintenant qu'ils sont dans cette situation-là, ils savent plus vraiment quoi faire. On peut dire que c'est peut-être la faute de Spoelstra, c'est peut-être la faute de matchs trop faciles, mais c'est peut-être aussi la faute de LeBron James qui essaye peut-être de trop en faire aussi. Vas-y. Antoine, je lancerai aussi un peu la pierre aux autres joueurs qui je trouve, et ça on l'avait déjà dit avant,
que ça manque énormément de mouvement. Et alors que c'était une des clés de la réussite de Miami dans sa configuration particulière, avec un 5 qui est quand même bancal dans l'absolu par rapport au schéma classique d'une équipe, est assez bancal, et du coup leur force c'est d'utiliser la création de Wade et de James, et pour ça il faut qu'il y ait beaucoup de mouvement autour et des tireurs à 3 points. Là le mouvement il a complètement disparu, il n'y a plus aucun rythme, plus aucune recherche de contre-attaque, et là aussi où on avait à un moment donné dans toute la carrière du Big Three de Miami, il y avait eu ce passage un peu charnière où Spoelstra demandait à ses joueurs de se donner à fond en défense et qu'en attaque il leur demandait rien de plus de faire ce qu'ils voulaient. Et on sent bien que cette équipe est construite comme ça sur l'idée que tout démarre de la défense. Une fois que la défense est bien installée, que ça crée beaucoup de tirs adverses manqués et des rebonds et des interceptions et tout ça qui lance des contre-attaques et un jeu rapide, là, Miami est absolument inarrêtable. Là, la défense est pas vraiment présente. Du coup, ils n'arrivent pas à développer leur jeu et à imposer leur rythme à eux, dans lequel ils sont imprenables. Et je pense que c'est ça la clé aussi. On se rend compte que sur attaque placée, effectivement, Miami est en très très grande difficulté et que les Pacers l'ont bien compris. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que sur le duel Frank Vogel Eric Spoelstra, on peut clairement donner l'avantage à Vogel qui réussit techniquement, tactiquement, qui réussit quelque chose il réussit tout simplement son boulot, c'est ce qu'on lui demande au final. Mais on sent qu'il a pris l'avantage sur son homologue en face, n'est-ce pas? Oui, alors après, est-ce que ça se trouve, il le demande à ses joueurs de se donner plus à fond en défense, d'être plus présent dans la ligne de passe, tout ça, et de beaucoup plus bouger en attaque. Mais après, est-ce que les joueurs le font vraiment, ou est-ce que c'est juste lui qui n'y pense même pas? Ça, c'est toujours difficile à dire. Connaissant des joueurs comme Dwayne Wade, Chris Boucher qui ont tendance un peu à ronchonner plus que de jouer quand ça va pas dans leur sens, je serais presque tendance, mais j'ai peut-être tort de dire ça, à leur jeter la pierre à eux, je pense que c'est vraiment à eux de donner beaucoup plus à fond dans les autres domaines que ce qui sont les leurs normalement, et c'est vraiment de chercher à bouger cette défense rien que par le mouvement sans ballon, quoi. Je crois que rien que ça déjà ça pourrait changer beaucoup de choses dans cette série. Guillaume, on t'entend plus beaucoup là. Oui, moi je suis d'accord, hein. Le coaching de Frank Vogel est au niveau et comme je l'ai dit tout à l'heure, Spoelstra pour moi n'est pas exempt de tout reproche, mais tout de même, moi j'ai envie de souligner le fait que à Miami, donc sur les matchs 5 notamment, Indiana a été beaucoup perturbé par les fautes. Et le problème c'est qu'Indiana se repose beaucoup sur son 5 titulaire. Donc on dit que c'est un bon coaching, je suis d'accord, mais si arrivé au 7e match de cette série, donc le dernier dans 2 jours, Indiana se prend beaucoup trop de fautes, on va aussi dire que le coaching était pas si bien que ça, alors que finalement c'est aussi c'est le contexte qui fait ça, quoi. Donc moi je reste prudent quand même, puisque un match 7 à Miami, le hit va quand même bien le négocier, mais c'est clair en tout cas que Frank Vogel a fait ses preuves cette année, tout comme Indiana. Très bien. Pour revenir au secteur intérieur, donc sur Royer Vert, les fans de Miami attendent un peu Chris Andersen là, qui a fait quelques preuves depuis le début de la série, qui attendent Chris Andersen de pied ferme et un peu comme le Messi. Est-ce que pour vous, Chris Andersen doit être attendu à tel niveau? Est-ce que ça souligne pas quand même un manque cruel à l'intérieur pour Miami, le fait de tout reposer comme là dû à sa suspension là cette nuit? On a vu que le secteur intérieur était un peu bougé, que Spoelstra a dû remettre Joel Anthony, que ça peut bousiller les plans du hit. Est-ce que pour vous il n'y a pas un vrai souci à l'intérieur quand on en est à attendre Chris Andersen Effectivement, il y a un problème déjà quand Juwan Howard est en survêtement, c'est que tu dis il n'y a pas beaucoup de profondeur au niveau du réservoir d'intérieur. Donc c'est vrai. Attendre Andersen, oui, parce que ça fait quelques matchs qu'il était très bon, mais c'est pas non plus lui qui a réussi à limiter Hibbert, quoi. Et Hibbert, c'est surtout lui le problème de Miami. Et pour le moment, Andersen n'a pas vraiment réussi à le faire non plus. Par contre, ce que Andersen apporte, c'est que lui, il gêne davantage Paul George, qui est contraint de jouer un peu plus loin du cercle, même si Paul George lui a mis quand même un bon tomard dans les dents. Mais voilà, il apporte ça, et puis il permet aussi de rejeter Lance Stephenson un peu plus loin de sa zone de confort, etc. Donc il est quand même utile, mais de là à dire que c'est lui qui va faire basculer, non. Parce que là, pour le moment, Miami, voilà, de toute façon, même quand il était là, ils ont été dominés au rebond sur tous les matchs. S'ils veulent faire la différence, c'est en retrouvant un peu de confort offensif.
Parce que pour le moment, à chaque fois qu'ils attaquent, c'est très très poussif, quoi. Et là, c'est pas Chris Andersen qui va changer la donne. Bon, est-ce que c'est pas à cause du niveau de Miami que Roy Hibbert est en train de devenir sur cette série le meilleur pivot de la ligue? Évidemment, il peut pas être bon de nature. Non, mais Il a jamais été toute l'année, il a été décevant toute l'année, il y a que maintenant Et oui, mais en playoff, Ah. il est vachement bien revenu, on l'a dit, il est vachement bien revenu en playoff, et contre une équipe qui n'a vraiment pas d'intérieur et pas d'opposition à proposer, ben forcément il se fait plaisir. voilà. Oui, puis je Donc, pense que Hibbert marche beaucoup à la confiance en fait. Ouais, Son niveau ouais. dépend beaucoup de son moral ou de son état d'esprit psychologique. Et là, en l'occurrence, comme il s'amuse déjà, ça fait un petit moment qu'il s'amusait face aux joueurs qu'il avait face à lui. Là c'est pareil, il n'y a pas d'opposition, donc il s'amuse. Les petits hooks qu'il met met pas tout le temps, hein, auquel il est pas si efficace en général. Bon là, ça rentre à plutôt un bon pourcentage. Du coup, ouais, il est en confiance et ça marche tout seul, quoi. vous pouvez nous dire à peu près ce qui va attendre Indiana pour le match 7 à Miami? À Ben, mon avis, vas-y Guillaume. Non, moi je voulais juste simplement dire qu'on critique beaucoup le casting autour de LeBron James, Miami qui joue pas bien. Je voudrais simplement dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau match monumental de LeBron James. Hein, on se souvient par exemple l'an passé à Boston ou même contre Indiana où il y avait la qualification qui était en jeu. Eh ben, il t'a sorti une performance de malade et je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, même si le reste de l'équipe du Miami joue mal, quoi. Mais après, je pense pas que ça soit vraiment ce qui pourrait arriver de mieux à Miami, quoi. Plutôt qu'une grosse performance de LeBron James, le mieux pour eux, ça serait une grosse performance de ses coéquipiers, quoi. Parce que là, il a quand même été bon au match d'hier soir. Mais voilà, quand il est bon, il prend beaucoup plus de tirs qu'à l'accoutumée. Et c'est tout l'équilibre offensif qui s'en retrouve déréglé. Donc au final, voilà, s'ils peuvent juste faire un match dans ces standards qui restent des standards quand même très élevés, mais que les autres jouent à leur vrai niveau, là, ça sera beaucoup mieux, quoi. Si Ray Allen met ses shoots, si Shane Battier retrouve le pourcentage qu'il avait à l'année du titre, si Chris Bosh réussit à récupérer la balle à mi-distance là où il est plutôt bon, et si Wade commence à attaquer le cercle un peu, il n'y aura pas besoin d'avoir un James exceptionnel. Et je pense que le fait d'avoir besoin de se dire que LeBron James va faire un gros match, ça prouve que c'est pas vraiment comme ça que ça devrait se passer, quoi. Vu que là, il l'a encore fait hier et pourtant ils ont quand même perdu. On est d'accord, mais dans tes versions, il y a quand même beaucoup de si. Alors que dans la mienne, il y a juste un si, c'est si LeBron James décide de faire un gros match. Mais je suis d'accord, hein, sinon on est d'accord, c'est beaucoup mieux que tout Miami joue mieux, mais j'en doute quand même. Et Ouais. je pense que la clé pour Miami, ça va être son intensité, tant en attaque qu'en défense. S'ils arrivent à mettre une grosse pression défensive sur Indiana et à les faire un peu déjouer et à créer des espaces, des pertes de balles, des choses comme ça, créer du mouvement, créer un peu de panique, là ils vont les dominer et en faire du petit bois. Seulement cette intensité, je l'ai pas encore vue depuis un bon moment. Et c'est vraiment ce qu'on attend pour ce match décisif, quoi. Et s'ils le font pas là, ils le feront jamais. Bon, très bien. Bon, et les gars, pour finir, un petit prono. Miami, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que Miami va négocier le match 7 et aller retrouver les Spurs en finale? Bah là, c'est un peu une pièce jetée en l'air, quoi. Depuis le début de la série, je pense que Miami est calibré pour aller en finale facilement. Mais là, sur un match, beaucoup de choses peuvent se passer, surtout qu'on a un Miami vraiment en dedans. Donc je pense qu'ils vont passer. Mais honnêtement, je flippe un peu. Très bien. Lucas? Pareil, pour moi, exactement la même chose, quoi. Bon, ils ont quand même l'avantage de recevoir pour ce dernier match. Donc ça penche en leur faveur. Ça reste une équipe qui est intrinsèquement meilleure qu'Indiana. Mais Indiana peut largement les battre, hein. C'est carrément faisable, quoi. Donc, pour moi, avantage Miami. Mais si Indiana les bat, ça n'aura rien de surprenant. Guillaume, est-ce que tu envisages une seconde, une finale Indiana-San Antonio? Ah ben oui, vu qu'il y a 3 partout, qu'il reste plus qu'un match, c'est envisageable. Mais je pense que le scénario, je pense que Miami va se faire peur un peu. Ils vont être menés de 10-15 points et puis ils vont revenir en trombe et finir le match d'une super manière avec un grand LeBron James et aller en finale. Je pense que ça, c'est ce qui peut arriver, je pense. Très bien. Bon, on vient de recevoir une stat assez intéressante là, les gars. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'équipe qui gagne le match 7 gagne la série dans 100% des cas. Je sais pas, voilà, c'était une stat assez intéressante. Ah, Et j'en ai reçu une autre d'ailleurs qui dit que Ray Allen. Alors savez-vous que Ray Allen a porté 4 maillots et a porté le numéro 34 3 fois sur 3 maillots et a porté le numéro 20 une seule fois et a gagné le titre avec le numéro 20. Ce qui fait qu'aujourd'hui avec le numéro 34, Miami ne passera pas.
Voilà, Et c'est date à la comptime. sachez-le. Bon, très bien. C'est Bon, intéressant. on va conclure là-dessus et puis on va pouvoir se dire à tout de suite puisqu'on va finir l'émission en beauté avec le quiz et Lisa qui arrive tout de suite. À tout de suite. Y'all gon' make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. Step back, kiss myself. MVP time. Et on est reparti tout de suite donc pour la fin de l'émission. On est avec Lisa qui nous a rejoint. Salut Lisa. Salut Antoine, salut à tous. Donc Lisa qui nous rejoint toujours pour son quiz, pour le quiz deuxième édition. J'ai eu quelques échos, vous avez plutôt apprécié le premier, donc on va recommencer. Lisa, aujourd'hui t'as du dossier, t'as quelque chose pour nous, t'as du lourd. Alors, les questions vont pas vraiment changer, mais sur demande de quelques auditeurs, je vais surtout de Nico et Guillaume, des questions sur les records NBA, donc que ce soit en play-off ou bien en saison régulière. Ok. Ça, moi, Donc on va terminer l'émission d'ici 1 minute 30 à peu près, je vous le dis. Ok, bon bah très bien. À gagner aujourd'hui. Alors aujourd'hui a gagné la méthode LeBron, comment flopper sans se faire sanctionner. Donc c'est un énorme succès en librairie. Les ventes s'essoufflent par contre depuis l'annonce de sa sanction. Hein. Néanmoins, j'ai obtenu rien que pour vous un exemplaire. Donc la méthode LeBron, comment flopper. mais je crois que les ventes plongent. Hein. Non mais Tout comme LeBron, exactement, ouais. non mais c'est vrai que on en a pas parlé tout à l'heure pendant peut-être aussi parce que ça vaut pas forcément le coup, mais on en a pas parlé tout à l'heure. En même temps pour le flop, avant on a l'impression que ça existait pas. Après on disait que c'était que les Européens. Maintenant on se rend compte que c'est tous les joueurs. C'est marrant, hein. C'est impressionnant, ouais. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, la NBA a décidé de sanctionner qui elle avait envie, vraiment. Bon, suite à ça, on va commencer. Lisa, si t'es prête, tu nous refais un petit débrief du jeu ou... Oui, alors très rapidement, je vais donc poser une première question. Donc une question de rapidité. Le premier qui répond, c'est celui qui pourra établir l'ordre de passage des autres candidats. Ensuite, comme la dernière fois, 3 questions par personne et celui qui répond le plus juste aux questions, il gagne. Et puis, s'il y a égalité, on fera la question en or. Mais par contre, ce sera plus déterminant que la dernière fois. Le premier qui dira la bonne réponse aura gagné. Il n'y aura pas 8 questions en or. Ce sera vraiment une seule. Très bien, super. Bon, écoute, on va commencer. Je vais te laisser poser ta première question, et puis, est-ce que vous êtes tous prêts? Prêt. Ok, donc c'est parti. Guillaume, t'es toujours en direct avec nous? Ah ouais, depuis Dakar. Ouais. C'est super. Ne change rien. Ok, bon allez, c'est parti. Elisa, vas-y. Alors, question de rapidité. Quel est le joueur NBA qui est le plus titré? Bill Russell. Exactement. Ah oui, ok, très bien. Ah, mais pas en activité. Ouais, je crois que c'était en activité aussi. Hein. C'est un peu. Alors refais-en une autre. Non, mais c'est bien, c'est blindé de fans des Celtics, et c'est moi qui trouve Bill Russell. Bien joué, les gars. Ah ouais, non, mais j'étais en train de chercher en activité, moi. Donc Bon, je ne suis pas mauvais. Je préciserai pour la prochaine fois. Donc, on a donc Lucas en première position, et c'est à toi de déterminer l'ordre de passage. Vas-y, oui, toi. Fais-toi des on va inverser par rapport à la dernière fois, quoi. On va mettre Guillaume en deuxième, Style en troisième et Antoine en dernier. Merci Lucas. Ok, c'est parti. Alors, je note tout ça et puis je vais piocher dans mes questions, donc vraiment tout au hasard. Ah, tu t'es fait un loto et tout chez toi là. C'est un peu ça, ouais, je vous avoue. Comme ça, on n'a pas d'ambiguïté et c'est les mêmes chances pour tout le monde. J'espère qu'il y a les mêmes huissiers qu'à la Française des Jeux. Bon, ok, c'est parti. Lisa, quand tu veux. Alors, Lucas, dis-moi, à l'époque, quel rookie a inscrit le plus grand nombre de points en un match de play-off? En un match de play-off? Facile. Ça doit être Chamberlain, je pense. Exactement, très bonne réponse. Guillaume, pardon, dis pas facile, désolé, tu connais pas les réponses. Non, c'est. Non, ça sert à rien. désolé. Et puis donc pour l'info, durant sa saison rookie, il a eu une moyenne de 37,6 points par match, ce qui est quand même énorme. Ah oui. Guillaume, dis-moi, tu penses à Kevin Martin, c'est ça? Non, j'ai fait une erreur. Pardon. Je pensais à Karim Abdul-Jabbar, qui détient le record sur son premier match de playoff en fait. D'accord, merci Guillaume pour tes analyses pointues. Lisa, on continue. Donc question pour Guillaume. Ouais. Quel joueur, à part 2 fois, inscrit le plus de paniers à 3 points sans en rater un seul en un match de saison régulière? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas en playoff. Donc attends, c'est quoi? Donc quel joueur il a marqué le plus de 3 points, de paniers à 3 points consécutifs en un seul match de saison régulière, et il l'a fait à 2 fois. Sans louper. Sans louper, exactement, de suite.
Essaye Avec pas de un ballon. chercher. Tu cherches sur internet en ce moment. Non, je vais dire, je sais pas, Ray Allen. Moi, je crois que Non. c'est Carmelo Anthony. Sprewell, non? Non, aucun des trois. Il Merde. s'agit de Ben Gordon, Ah merde. avec donc par 2 fois 9 paniers primés de suite. C'était le 14 mars 2006 contre les Wizards et le 21 mars 2012 contre les Nuggets. Ouais, c'était pas au moment où il était au Bobcats qu'il a fait la dernière fois. Exactement. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ok. Pour ça qu'on sait pas. Bon, exactement, personne n'a suivi. Bon bah c'est bien. Nico, à toi, je pense. Ouais, Exactement. ça- Alors Nico, attentif. Quel joueur a inscrit le plus grand nombre de points en une seule période de prolongation, donc en match de saison régulière? C'est sérieux les questions. Et si c'est comme la dernière fois où c'était progressif, la dernière fois les premières questions étaient faciles. Mais Ah parce que là Non, d'emblée t'es mort. Là. là on est foutu là. Moi, je pense le savoir. Mais on s'en fout de toi. Tu peux me répéter, s'il te plaît? Je te répète alors la question. Quel joueur a inscrit le plus grand nombre de points en une période de prolongation en match de saison régulière? Je sais pas, Carmelo Anthony? Non. Guillaume, Guillaume, vas-y. t'as peut-être une idée? Je pensais à Clyde Drexler. Non. Ah. Il s'agit de Gilbert Arenas avec 16 points donc en une seule période de prolongation. C'était quand il jouait aux Wizards, c'était contre les Lakers Ah, le, contre les 17, Lakers, ouais. le 17 décembre 2006. Tu m'aurais Il dit a ça avait mis été. 60 points. Ouais, et tu m'aurais dit si ça avait été contre les Grizzlies, je t'aurais pas cru. Avec les Grizzlies, je t'aurais pas cru. Bon, Non, mais ok. Ben Gordon et Arena, c'est le cimetière des éléphants perdus. Ah là, j'avoue, on est loin. Lisa, vas-y, continue, je t'en prie. Je suppose que c'est à moi. Exactement. Alors ça, c'est vraiment une question que j'ai été chercher très loin. Alors si tu sais, franchement, chapeau. C'est Guillaume qui t'a payé à vous. Non, même pas. Vas-y. Alors Antoine, dis-moi, quel joueur détient le plus grand nombre de minutes jouées sur un match de saison régulière? Ok, bah, très bien. Écoute, moi je sais pas. Alors, on est dans les records, donc je sais pas. Chamberlain. Non, Non, je sais. il s'agit de Dale Ellis avec 69 minutes. Super. Donc il jouait aux Supersonics et c'était contre les Bucks le 9 novembre 89 après 5 prolongations. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Bon là, je vais faire un peu plus facile parce que je vois que vous galérez quand même un peu. Bah, Ah bah non, moi c'est-à-dire j'ai trouvé. Hein. c'est Ah, vraiment mais on se sent juste un peu comme Miami contre Indiana, quoi. là sans solution. Très bien. Bah on repart sur Lucas. Tout le monde est Alors. déprimé. Ouais, ça c'est une question surtout de culture générale. Alors, Lucas, dis-moi, quelle est l'arena qui peut accueillir le plus de personnes, donc dans la NBA? Oh la vache. Je sais pas, le Staples. Non. 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 Je me demande si c'est pas. C'est pas Dallas? Attends. Non. Attends, c'est combien? C'est 21 000 personnes, non? Non, 24 276. Ok. C'est pas les Blazers? Non, Non, je sais pas. Je sais que le TD Garden c'est 18 073 places, donc je sais pas le reste. Nanterre? j'ai entendu quelqu'un qui a dit Palace avant. Dallas. Dallas. Ah, c'est Détroit. Bah, Auburn Hill. Exactement, oui. Ok. Bon, non, c'est ok. Bon, bah, très bien, c'est bien. Merci. Donc je répète, avec 24 276 personnes. Et puis pour la petite anecdote, le numéro de rue de l'adresse de l'arena change en fonction des titres gagnés par les deux équipes qui occupent la salle. Donc en l'occurrence, il s'agit du Six Championship Drive en référence aux 3 titres des Pistons et aux 3 titres des Sharks de WNBA. Waouh. Ça, Ouais. c'est une info, ça. Ça par c'est une contre c'est intéressant. Voilà. Bon, très bien, on continue. Alors, toujours un point pour Lucas. Guillaume, à toi. Guillaume, peux-tu me dire qui est actuellement le joueur le plus jeune de NBA? Michael Kidd-Gilchrist. Yes, très bonne réponse. Est-ce que tu sais quel âge il a, précisément? Il a 19 ans et 264 jours. Google. Sérieusement? C'est ça? T'as l'information sous les yeux ou comment ça se passe? Ah non, je dis au hasard. Alors, il a 19 ans et 253 jours. Merci Rainman, à la prochaine. Alors là, tu m'impressionnes, Guillaume. Hein.
Ok. Et Nico, puis sinon, savez-vous qui était le joueur le plus jeune à avoir foulé un parquet NBA? Kobe ou Garnett? Non, il s'agit de Andrew Bynum. Ah bah Ouais. ouais. Ok. Il avait Là, j'aurais 18 cette question-là, ans et j'aurais dit bon. 6 jours. 12 ans déjà 2m10. Super. Bon, Nico, à toi? Alors, Ouh, j'aime pas ça. Nico, quel est le joueur qui fut le mieux payé durant la saison 2012-2013, donc cette saison? Ah bah, c'est Kobe, ça. Exactement, très oui. bonne réponse. Easy. Tu sais son salaire plus ou moins? Ou on le dit pas parce que c'est 24 trop aberrant. 24 millions de dollars? 27 millions. 27 millions de dollars, putain. Ouais, Ça va. exactement. Donc sur le podium qui est complété par Dirk Nowitzki et Carmelo Anthony. Oui, Loin derrière. très bien. Après, c'est 20 millions, 19 millions et 18 millions. Exactement. Ok. Bon, très bien. Bon, bah, la suite. Antoine, Oui. sur les 10 dernières saisons, combien de premiers choix de draft ont été nommés Rookie of the Year? Mhm. Oh putain, Le petit accent, sur les 10 dernières saisons, donc tu remontes jusqu'en 2003. c'est ça. 2003, oui. 12 même. Alors attends, je me fais Il faut pas compter, faut se dépêcher. Mais attends, j'ai le droit de me faire mon petit calcul. Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Tic, oui. tac. Donc quelle est ta réponse? Ah putain, je suis sûr c'est 6 ou 7 ou peut-être bien 8, ou peut-être bien 9 ou peut-être bien 10. Non, je sais pas. Non, Mes amis, il est en train de paniquer, mes amis. 7. Eh ben, c'est une question piège parce que seulement 4 des premiers choix de draft ont été nommés Rookie of the Year durant les 10 dernières années. Il s'agit de LeBron James en 2003, Derrick Rose, Blake Griffin Et Kevin Durant. et Kyrie Irving. Kevin Durant, c'était second choix. Ah non, c'était second choix. Putain, oui, je suis trop con. Putain, oui, désolé. Ok, très bien. Pour l'instant, Bon, bah, Antoine avec un 0 pointé et les 3 autres à égalité. Hein. Je m'avoue vaincu. Bon, c'est logique, hein. La logique est respectée. Ok, on enchaîne. Vas-y, c'est parti. Alors, tout au hasard, je tombe sur une question qui pourrait faire plaisir à Lucas. Quel joueur est le all-time leading scorer des Phoenix Suns? Walter Davis. Très très bonne réponse. Oui, bah, dans ces cas-là, est-ce que tu peux me demander qui a remporté les titres à Boston en 80 quelques? Non, mais tu fais des trucs pour moi aussi, Lisa, je sais pas. Je vais tâcher de faire ça pour la prochaine question. Essaye de me sortir quel était le numéro de Larry Bird ou un truc comme ça, je sais pas. Donc, En quelle couleur Lucas, jouent les donc Celtics? c'est juste, c'est Walter Davis. Sais-tu combien de points il a inscrit durant sa carrière? Bonne question, je pense aux alentours de 17-18 000. Un tout petit peu moins, 15 666 pour être précise. Donc durant les saisons 1977 et 1991, et puis son numéro 6 retiré par les Suns en 2004. Ah, c'est aussi parce qu'il y avait Steve Nash avec lui, hein. Ça faut le souligner. Hein. Ouais. Peut-être. Ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est sûr même, c'est sûr. Bon, ok, on enchaîne. Nico. Non, Guillaume, pardon. Ouais, Guillaume. Sais-tu quel joueur a inscrit les premiers points du millénaire? Ça, c'est une question intéressante. C'est à partir de quand, donc? 2001? Bah, le millénaire, hein. 2000, mec. Eh non, c'est 2001 le millénaire, non? Bon. Là, on compte l'an 2000. D'accord. Tu chipotes. Je vais dire Parce que tu l'as pas, ça change Tim rien. Duncan. Alors non, il s'agit de John Amechi. Déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, il a joué à Limoges et tout. Ah, vous savez pas ça, hein? On s'en fout aussi, donc. Ah oui, putain. Donc le jour de l'an 2000, c'était Miami Le- contre Orlando. Il jouait pour le Heat. Et pour l'anecdote, après la fin du match, son maillot et ses chaussures ont été emmenés au musée Hall of Fame. Voilà. Bon, c'est un Donc, petit. ok, ensuite, Nico. Alors, quel joueur a été durant 3 années consécutives en tête du classement des interceptions? Oh, je sais. Je vais dire une bêtise, mais Chris Paul? Non? Antoine, tu sais? Oui, mais alors, je veux juste savoir un truc. Est-ce que c'est surtout, enfin, all time ou c'est 3 dernières saisons? J'ai pas compris. C'est all time. Quel joueur a été durant 3 années consécutives? John Stockton. Et non. Non? Ah C'est- merde. J'étais C'est persuadé. pas, comment il s'appelle? Ray Richardson? Non. Alvin Robertson. Il Maurice s'agit Cheeks. de Allen Michael Jordan. Iverson. Allen Non, Iverson. c'est Allen Ah, Iverson. Allen Iverson, qui n'est seulement que 12e all time, hein, les gars, je tiens à le préciser. Ouais, mais il a été durant 3 années consécutives, 2000, 2001 et 2002. Enfin, les saisons, les 3 saisons consécutives. Sans compter les entraînements. Exactement.
Ok, on enchaîne. Ben, j'ai posé les 3 questions à tout le monde. Non, pas à moi. Non, mais on s'en fout, toi t'es perdu déjà. Ouais, mais j'en fais une dernière, moi, pour le fun. Pour le fun, je fais une question. Alors, Ah, mais qu'est-ce que je vais pouvoir te pense poser que, une... je pense que si t'avais pas préparé cette question, faut remettre tout le jeu en cause. Hein. Voilà. Alors, je vais te faire une petite question monde. Allez, T'es vas-y. prêt? Oui. Quelle est l'équipe européenne qui a été sacrée championne du monde le plus souvent? L'équipe européenne qui a été sacrée championne du monde le plus souvent. Ah oui, d'accord, l'équipe nationale européenne. Qui a été championne du monde le plus souvent, bah je sais pas, les Yougos ou je dirais. Il veut 3 réponses possibles. Non, mais j'ai pas envie de dire l'Espagne, je dirais la Yougoslavie ou la Lituanie ou je sais rien, non, peut-être. Non, Non, c'est l'URSS. Non. L'URSS. Alors, c'est plus comme ça que ça s'appelle. Il s'agit de la Serbie, Ah, c'est la Serbie. Ok. avec un total de 5 médailles d'or acquises en 70, 78, 90, 98 et 2002, ainsi que 3 fois médaille d'argent et 2 fois médaille de bronze. Oui, mais c'était les Yougos quand même, ça change rien. Bah, Mais non, il y a quand même des 98, équipes qui ont c'est pas les gagné Yougos. sous le nom de la Serbie, hein. Oui, d'accord, ok, vous chipotez, vous êtes méchants avec moi. Ça, toute ça façon, te fait t'as combien, perdu, combien de ça points, change Antoine, là Combien de points? Bon bah voilà, c'est Lucas qui a gagné. Exactement, donc Lucas, grand gagnant du jeu, avec 2 bonnes réponses sur 3, Ouais. suivi par Guillaume et Nico avec une égalité de 1 point, et Antoine qui ferme la marche avec 0, voire 0,5 points. Ouais, On peut 0,5, accorder à je moitié crois. la dernière réponse. Ah, c'est un peu Gilbert Arenas, quoi. T'es un peu l'agent zéro. Exactement. Bon bah c'est bien. En tout cas, merci Lisa d'avoir été ici. C'est donc Lucas qui remporte le magnifique cadeau. Hein, comment savoir flopper par LeBron James. Merci à vous tous d'avoir été là. Lisa, à la semaine prochaine. Messieurs, merci d'avoir débattu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas lundi, demain, le dernier match de la série entre le Heat et les Pacers. Et peut-être pour Guillaume la semaine prochaine une réjouissance inouïe. Peut-être qu'on ne sait pas. On verra. Allez, bonne semaine à tous. Anthony for 3. Bang! That one goes down and the game is tied. Anthony for 3. Puts it in.